La diplomatie s'est donc mise en route, reculant, retardant, annulant peut-être la perspective de frappes aériennes. Audrey Poiré nous fait le point sur la situation. Les discussions doivent durer 2 jours et elles s'annoncent cruciales pour trouver une issue diplomatique à la crise. Pour John Kerry et son homologue russe, il s'agit de se mettre d'accord sur un plan pour placer un arsenal chimique syrien estimé à 1000 tonnes sous contrôle international. Nous devons nous assurer de l'adhésion de la Syrie à l'organisation qui interdit les armes chimiques, ce qui suppose d'ouvrir des sites de stockage sur place. Ensuite, les experts détermineront comment se charger de ces stocks et de cet arsenal. À la télévision russe, Bachar al-Assad a d'ores et déjà annoncé qu'il enverrait des documents à l'ONU sur les conditions de cette supervision internationale, mais dit accepter la proposition russe sur le principe. La Syrie place ses armes chimiques sous contrôle international à cause de la Russie, dit-il, avant d'ajouter, les menaces des États-Unis n'ont pas influé sur la décision de mettre sous contrôle les armes chimiques. Les rebelles, eux, rejettent tout en bloc. Il ne faut pas se contenter de retirer l'arme chimique, mais juger devant la Cour pénale internationale l'auteur du crime qui a clairement reconnu posséder cet outil. Dans les colonnes du New York Times, Vladimir Poutine accuse les rebelles d'être à l'origine de l'attaque du 21 août et s'adresse au peuple américain. Pour lui, un recours à la force hors de l'ONU serait inacceptable. Le président russe qui ajoute avoir de plus en plus confiance en Barack Obama. De plus en plus confiance en Barack Obama, c'est le scoop de la journée, ça. Il joue bien, Poutine, sur cette affaire, non? Il a, d'un certain point de vue, repris la main et l'initiative. Il a réussi à remettre la Russie dans le jeu international. La Russie qui était un peu une force de nuisance depuis 2 ans sur le dossier syrien et qui, là, devient force de proposition et qui prend le pas un peu sur les États-Unis, on a l'impression. Mais alors, force de proposition crédible ou pas? C'est-à-dire, les experts sont encore divisés. Est-ce que c'est un formidable coup de poker de diversion ou est-ce que réellement c'est une façon de montrer sa bonne volonté pour rentrer à nouveau dans le jeu international? Honnêtement, on aimerait tous que la Russie soit de bonne foi et que Bachar el-Assad lui-même soit de bonne foi sur ce dossier. Quand on regarde les choses techniquement, il faut juste observer très rapidement que ça va être extraordinairement difficile de faire ce qu'il propose, c'est-à-dire de contrôler ses armes, qui va aller sur place, quelles seront les sanctions si ça ne se fait pas bien. C'est extraordinairement compliqué de les retrouver, de les stocker, de les désarmer. Dans d'autres dossiers dans le monde, ça a pu prendre plusieurs années et presque jusqu'à 10 ans dans certains cas. Donc là, on peut croire à une manœuvre dilatoire orchestrée par la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Lerin ? Moi, je crois qu'il y a une logique à tout cela. Je pense que le but de Poutine, ce n'est pas tant de sauver Bachar el-Assad ou quoi que ce soit, c'est essentiellement de permettre aux Occidentaux de sauver la face. Parce qu'il se trouvait dans une situation très compliquée. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve déterminante que, effectivement, c'est les troupes légales syriennes, les troupes de Bachar el-Assad, qui ont lancé ces bombes chimiques. Et le rapport de l'ONU qu'on attend pour lundi ne l'établira sans doute pas. Il établira le fait qu'il y a eu usage d'armes chimiques. Mais ils seront bien incapables de dire d'où elles viennent. Le problème, c'est que les Occidentaux se sont lancés billes en tête sur des positions qui étaient très difficiles de tenir. Et donc, Obama a bondi sur l'occasion pour faire marche arrière. Donc, en plus, pour les Russes, cela leur permet une chose qui est très importante, c'est que, contrairement à ce que l'on dit sur le fait qu'ils jouent un rôle néfaste, en fait, depuis 2 ans, ils préconisent des négociations. C'est les seuls qui disent qu'il faut négocier. Oui, avec comme préalable... en mettant en préalable qu'on ne doit pas demander le départ d'Assad en préalable des négociations. Le problème, c'est la position russe qui ne me semble pas tout à fait incohérente. Souveraineté des États. Non, c'est autre chose. D'accord pour virer Assad, mais qu'est-ce qu'on met à la place? C'est quoi qui vient à la place? Alors, tant qu'il n'y a pas une alternative crédible, hors de question de virer Assad. Pourquoi? Parce que la Russie ne veut absolument pas d'un pouvoir islamiste à ses portes.
souvenir de Tchétchénie, crainte d'une contagion au Caucase. Il y a toutes les raisons. Il y a un argument qui avance, c'est regardez ce qui s'est passé dans le monde arabe. On remplace des dictateurs, d'accord, mais pour mettre quoi? Le chaos. En particulier en Égypte, c'est assez extraordinaire. On remplace Moubarak, qui était un dictateur, pour instaurer une dictature militaire. On ne voit pas réellement la logique. Laurence Nardon, Poutine a sauvé la mise à Obama. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer cette séquence? Il lui a permis de faire marche arrière dans un moment où il était quand même bien mal parti vis-à-vis de son congrès. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur. Je ne suis pas officier de renseignement, mais la DGSE et la DRM ont rendu public un rapport il y a quelques jours, montrant leurs preuves à eux, celles qu'ils avaient réunies, pour dire que les frappes venaient d'endroits sous la coupe du gouvernement syrien, donc semblant indiquer la responsabilité. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau la décision aurait été prise. Le problème, si vous voulez, avec les rapports des services de renseignement, c'est qu'en règle générale, on les exploite un peu comme on veut. Et l'Irak, avec les armes de destruction massive irakiennes, a montré qu'il ne fallait pas toujours croire les rapports des services de renseignement. Par ailleurs, l'un des arguments des documents, c'est les rebelles n'ont pas de gaz sarin parce qu'ils n'ont pas les capacités pour le fabriquer. Et là, c'est un peu absurde dans la mesure où une secte comme la secte Aoum au Japon a pu synthétiser du gaz sarin alors qu'ils n'avaient vraisemblablement pas les moyens et l'aide logistique de l'opposition syrienne, en particulier des groupes très inféodés à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Laurence Nardon, aux États-Unis, Obama va sortir diminué, affaibli de cet épisode ou pas vraiment? En termes de politique intérieure, vous voulez dire? Oui. Moi, je pense qu'il est apparu de nouveau comme un président relativement faible, puisque c'est un président qui n'a pas, dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler, qui a refusé d'endosser seul ses responsabilités de président, de pouvoir exécutif, en voulant passer par la case Congrès. Je pense que ça donne une mauvaise image, oui. Son successeur pourra rétablir la situation, ça n'est pas forcément durable. Et là, le vote du Congrès, il reste suspendu, indéterminé. C'est bizarre comme situation institutionnelle, non? La situation est effectivement assez confuse, oui, je trouve, et assez peu lisible de l'extérieur. Oui. Est-ce que Poutine va immédiatement essayer de, j'allais dire, concrétiser son avantage? Je crois qu'il n'a pas du tout intérêt réellement à concrétiser un quelconque avantage. Ce qu'il a obtenu, c'est ce qu'il cherchait depuis le départ, légitimer la conférence de Genève 2, que l'on essaye d'organiser depuis maintenant 5 mois, et qui n'avançait pas jusqu'à présent parce que les Occidentaux étaient finalement très réticents. Là, cette conférence de Genève s'impose. Et à partir du moment où les partenaires, enfin les antagonistes sont autour d'une table, le rôle de la Russie sera vraisemblablement d'essayer de soutenir le processus et surtout pas de chercher à imposer quoi que ce soit. Merci beaucoup Laurence Nardon et Pierre Laurin. La suite du 5 à 7, le rappel des titres dans un moment. Et puis mon premier grand témoin politique, Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, avant de recevoir à 18h10 Alain Vidalis, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Lui est socialiste, comme vous n'ignorez pas.